Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, bonjour. Monsieur le délégué interministériel, bonjour. Monsieur le président, mesdames et messieurs, nous sommes tous enchantés, ravis de vous recevoir pour cette cérémonie de remise du guide Créer son CFA d'entreprise de la FIPA. Eh bien, sans plus attendre, je vais donner la parole à notre hôte qu'on remercie, le représentant de l'entreprise Orange, Vincent Le Cerf, directeur en charge des ressources humaines, directeur exécutif, et de la transformation. On va régler les micros. Bonjour à tous. Madame la ministre, monsieur le délégué interministériel, madame la conseillère générale, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la FIPA, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui à Orange Campus, dans un lieu emblématique. C'est en effet ici que madame Elisabeth Borne, à l'époque, ministre du Travail, avait inauguré le lancement du CFA Orange. Donc on est vraiment un lieu emblématique de la formation. Et nous sommes heureux et honorés de votre présence pour la remise de la nouvelle édition du guide Créer son CFA d'entreprise par la FIPA et les entreprises partenaires, dont nous sommes bien évidemment. Comme vous le savez, Orange s'investit depuis de nombreuses années en faveur de l'insertion des jeunes. Fin octobre 2022, nous avions plus de 4000 jeunes en alternance dans le groupe. Nous sommes engagés, dans le cadre de notre accord intergénérationnel 2022-2024, que nous avions signé fin 2021, à accueillir chaque année 3500 alternants en moyenne par an, ce qui représente 5% de l'effectif CDI. Une proportion importante des jeunes recrutés en CDI chez Orange sont issus de l'alternance et des stages. En effet, nous avons la conviction que l'apprentissage est un levier pour attirer les jeunes dans le secteur du numérique en France, pour leur offrir la possibilité d'entrer dans la vie active plus tôt et de manière professionnelle. Pour les entreprises, c'est l'occasion de préparer les compétences dont elles auront besoin, et on en parlera. D'amener du dynamisme, et j'ai souvent croisé des équipes où on voyait les jeunes, croiser les générations plus anciennes, et vraiment de manière fructueuse, qu'ils accueillent, d'amener du dynamisme dans les équipes qu'ils accueillent et de diversifier les profils. Si nous travaillons aujourd'hui avec plus de 300 CFA, partout en France, nous avons saisi l'opportunité de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 pour compléter notre dispositif en créant un CFA Orange pour répondre à des besoins spécifiques. Nous y reviendrons tout à l'heure. Elisabeth aura l'occasion de détailler ces dispositifs. Donc en cette période où l'emploi des jeunes est une priorité pour l'État et les acteurs économiques, Orange y prend toute sa part. Mais sans plus tarder, je suis heureux de passer la parole au président du FIPA, M. Jean-Bernard Lévy. Merci, bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, monsieur le délégué interministériel, mesdames et messieurs, je voudrais, en tant que président de la FIPA, vous adresser d'abord tous mes vœux d'une bonne et heureuse année 2023, vous tous qui êtes intéressés par l'alternance, et vous savez que la FIPA, c'est l'alternance, puisqu'il s'agit d'innover dans le cadre de l'alternance. C'est il y a 6 ans, le vœu que nous avons formé de mettre toute notre énergie autour de cette volonté, c'est que la formation par l'alternance puisse également faire l'objet d'innovation. Et nous sommes très heureux, très honorés aujourd'hui de pouvoir vous dire, Madame la Ministre, que nous avons construit un collectif très actif d'une bonne vingtaine d'entreprises membres. Ces entreprises sont bien sûr des grands groupes comme Orange ou comme EDF, que je connais un petit peu. Ce sont aussi des filiales de groupes étrangers. Et puis ce sont aussi des ETI et même des PME, vous le verrez tout à l'heure. Et nous voulons être le premier maillon pour soutenir et déployer des actions concrètes dans les domaines où il est bon d'innover en matière d'alternance. Il y a 4 ans, en même temps que la loi à laquelle Vincent Le Cerf faisait référence, nous avons
estimé qu'il serait pertinent d'accompagner les entreprises dans le déploiement de leur CFA interne et nous avions conçu un premier guide avec l'appui du ministère du Travail. Ce guide a été remis en juillet 2020 à Madame Muriel Pénicaud. Nous avons ensuite poursuivi notre collaboration sur ce sujet avec les équipes de Madame Elisabeth Borne, qui d'ailleurs nous avait fait l'honneur d'une visite à ce sujet chez EDF. La dynamique qui est impulsée autour de l'apprentissage et qui est bien sûr maintenue et même accélérée par le gouvernement auquel vous appartenez, cette dynamique favorise les entreprises de développer un projet de CFA interne. Ce que nous voulons, c'est apporter à toutes les entreprises qui ont cet objectif, leur apporter un accompagnement. Et le premier bilan que nous pouvons faire, c'est que nous estimons sur la centaine de CFA d'entreprises qui est aujourd'hui recensée, sur cette centaine de CFA d'entreprises, la FIPA a contribué à la création de plus de la moitié d'entre elles. C'est important parce qu'il est utile et même indispensable de donner aux entreprises des outils pour leur permettre de contribuer à ce défi si important, de plus en plus visible, qui est le défi des compétences. Il s'agit bien sûr d'intégrer de nouveaux collaborateurs, mais aussi d'accompagner des salariés qui sont en poste et qui peuvent avoir des opportunités pour changer de métier. Quelquefois, d'ailleurs, ils n'en ont pas le choix. Et donc, ce qu'on appelait dans le temps les écoles-maisons, c'est une nouvelle manière de les faire revivre. C'est un complément sur lequel les entreprises peuvent aujourd'hui s'appuyer. Je voudrais dire que ces CFA d'entreprise ne sont pas l'apanage de certaines filières ou de certains secteurs, pas plus qu'elles ne sont réservées aux grands groupes. Nous avons permis à des entreprises de toute taille de se doter de pareilles structures. Et bien sûr, je pourrais citer des grands groupes, Orange, BNP Paribas, Intermarché, Adecco, EDF, et je pourrais même citer Total Énergie. Mais je pourrais aussi vous dire que des structures plus petites, que je ne connaissais pas personnellement, comme des entreprises d'élagage, par exemple, se sont également dotées ou de transport routier, se sont dotées de CFA d'entreprise. Voilà, vous allez pouvoir vivre avec nous ces témoignages dans les séquences suivantes, après votre propre allocution, Madame le Ministre. J'en profite pour remercier Orange qui nous accueille aujourd'hui sur ce très beau campus, berceau de leur propre CFA interne. Et je suis sûr que cette séance d'aujourd'hui va permettre d'ancrer dans la durée cette dynamique à laquelle nous tenons et qui est si importante pour notre pays. Merci. Monsieur le délégué interministériel, cher Patrick Toulmé, monsieur le sous-préfet, monsieur Blé, madame la conseillère régionale, monsieur le président, cher Jean-Bernard Lévy, monsieur le directeur général, cher Louis Molina, monsieur le DRH d'Orange, monsieur Le Serre, mesdames et messieurs les représentants d'entreprises, mesdames et messieurs les directeurs des ressources humaines et de la formation, mesdames et messieurs les dirigeants et formateurs de CFA, mesdames et messieurs les apprentis, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver dans les locaux du campus Orange pour cet événement qui démontre, si ce n'est dire, l'intérêt, évidemment l'engagement aussi que vous portez chacune et chacun à la formation et à l'insertion professionnelle de nos jeunes. Je tiens à saluer l'engagement de la FIPA et de ses membres, et en particulier de son président. Vous contribuez au quotidien à faire vivre l'apprentissage, ou devrais-je dire les apprentissages, au sein de vos entreprises. Votre ADN est également celui, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, du progrès et de l'innovation. En constituant la FIPA en 2016, votre parti pris était celui de la transformation et de l'évolution d'une voie de formation qui avait souffert trop longtemps d'une image dévaluée et d'un système sclérosé. À travers la mutualisation des moyens et des expériences, vous avez su proposer les fondamentaux d'un nouveau paradigme pour l'apprentissage. Ce nouveau paradigme, c'est d'abord celui de la libération des énergies. Vous avez su convaincre les entreprises de l'importance de se doter de moyens propres d'ajustement des compétences
et de leurs besoins. Vous avez également partagé avec eux l'intérêt stratégique de la formation, qu'il convient de reconnaître et d'outiller, notamment au travers d'un système souple, évolutif et sur mesure. En instaurant la possibilité pour les entreprises d'internaliser leur activité de formation en permettant la création des CFA d'entreprise, la loi 2018 que vous rappeliez a introduit cette souplesse et cette adaptabilité nécessaires au développement économique. En ce sens, la loi de 2018 témoigne de la confiance que nous placions déjà en vous. Confiance en votre capacité à construire de véritables parcours pédagogiques, des premiers au dernier niveau de qualification. Confiance en votre capacité à donner aussi celui du changement de l'image de l'apprentissage. Vous y avez activement contribué. Alors que l'apprentissage était traditionnellement concentré sur des petites entreprises artisanales, votre fondation a porté la conviction que cette voie de formation pouvait se prêter à tous les métiers et à tous les niveaux de qualification. Votre engagement a ainsi été crucial et participe encore de la profonde transformation de la perception de l'apprentissage qu'ont nos jeunes et leurs familles. La promesse est la suivante. L'apprentissage est accessible à tous, pour tous les métiers et dans toutes les entreprises, y compris les fleurons de notre économie. C'est la raison pour laquelle le gouvernement déploie une politique ambitieuse et volontariste de soutien au développement de l'apprentissage. Nous l'avons dit, nous l'avons redit, notre ambition c'est celle d'1 million d'apprentis par an d'ici à la fin du quinquennat. Et pour y parvenir, mon ministère met en œuvre une feuille de route très claire. Celui déjà de mieux orienter vers l'apprentissage, celui également de soutenir financièrement les entreprises qui s'engagent en faveur de la formation des jeunes, et celui de donner de la visibilité aux CFA pour développer leur action. Mieux orienter vers l'apprentissage, c'est mieux faire connaître la diversité et la réalité des métiers, de tous les métiers, et ce, dès le collège. C'est un enjeu d'émancipation pour nos jeunes, pour lesquels les horizons professionnels connus se résument trop souvent à leur premier cercle familial. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une expérimentation dans plus de 600 collèges volontaires dès cette rentrée 2022, qui consiste à mettre en place des temps de découverte des métiers. Ces temps de rencontre avec les professionnels doivent permettre aux élèves de découvrir la diversité des voies d'accès au métier. Les voies scolaires, comme le lycée général et professionnel peuvent le proposer, mais aussi les voies d'apprentissage. Nous devons permettre à chacun de nos élèves de choisir la voie qui lui correspond le mieux. Vous aurez évidemment un véritable rôle à jouer dans la réussite de cette initiative, car en tant qu'entreprise et CFA, vous saurez donner aux jeunes une information de première main sur vos métiers, mais aussi sur le meilleur cursus pour y accéder. De la même manière, vous vous êtes engagé dans le dispositif Prépa-apprentissage, qui participe lui aussi de cet objectif de mieux orienter et de mieux préparer à l'apprentissage. Ce dispositif fonctionne et je souhaite qu'il soit pérennisé et élargi dans ses ambitions. Nous y travaillons pour que cela soit chose faite dès 2024. Soutenir les entreprises a été un choix stratégique et un pari sur l'avenir, à l'heure où l'apprentissage était menacé par l'épidémie. Nous pouvons désormais le dire avec un certain recul, nous avons fait le bon choix. Celui de soutenir l'attractivité de l'apprentissage dans un marché du travail percuté violemment par une crise inattendue afin de préserver l'emploi des jeunes. Nous devons, je crois, être collectivement fiers d'avoir soutenu l'apprentissage et pour notre part d'avoir soutenu nos entreprises, toutes nos entreprises, et protégé l'avenir de nos jeunes quand nous constatons que notre pays compte désormais plus de 800 000 jeunes apprentis. Rendez-vous compte. Nous avons pris la décision, vous l'avez probablement entendu, de maintenir jusqu'à la fin du quinquennat une aide attractive pour tous nos jeunes et pour toutes nos entreprises, car nous leur devons des perspectives sereines. Et parce que je ne crois pas à l'opposition entre les niveaux de formation ou entre les entreprises, j'ai œuvré pour que nous atterrissions à un système simple, lisible et stable.
C'est chose faite, et ce, jusqu'en 2027. Enfin, nous voulons permettre au CFA de se développer pour accueillir de nouveaux jeunes et ouvrir de nouvelles perspectives avec de nouvelles sessions de formation. Nous en avons été vigilants et nous continuerons de l'être. En ce sens, les niveaux de prise en charge feront l'objet au printemps d'un nouvel exercice de détermination. Notre objectif est l'atteinte du juste prix afin de garantir le maintien de perspectives d'avenir pour nos jeunes et la stabilité économique de l'appareil de formation. Car nous en avons conscience, le chemin qui nous sépare de notre objectif doit se faire avec vous, main dans la main, entreprises et CFA, aux côtés de l'État. Je dois enfin vous féliciter pour cette nouvelle édition du guide Créer son CFA d'entreprise. Tout y est. Du régime juridique au régime fiscal, des démarches administratives aux démarches déclaratives, aux obligations déclaratives, en passant par la construction d'un parcours pédagogique jusqu'à la gestion pratique des contrats d'apprentissage, tout y est. La publication de ce guide est importante et c'est pourquoi j'ai tenu à être aujourd'hui à vos côtés. Elle est importante car si des entreprises qui composent votre fondation ont su construire ce nouveau modèle, d'autres, j'en suis convaincue, ont besoin d'être accompagnés. Ce guide constitue la première marche vers la création d'un CFA d'entreprise et donne toutes les clés de compréhension du fonctionnement d'une telle structure. Cela est nécessaire pour inspirer et convaincre de nouvelles entreprises dans votre sillage. Aujourd'hui, notre pays compte une centaine de CFA d'entreprises. C'est un succès et ce chiffre est en constante évolution. Je peux vous l'assurer, lors de mes déplacements sur les différents territoires, de nombreuses entreprises pensent effectivement avancer encore dans cette trajectoire et votre guide sera un appui pour elles. Cela ne nous étonne pas. En effet, le CFA d'entreprise permet à des entreprises souvent de taille importante, mais pas seulement, vous l'avez rappelé, de créer un organe de formation au plus près de leurs besoins et de leur métier. Cette structure répond à un enjeu d'adaptation rapide des compétences, mais elle est également la capacité d'internaliser la formation à des gestes professionnels rares ou à des procédés de production spécifiques. Le CFA d'entreprise, c'est aussi le reflet du savoir-faire propre à l'entreprise qui le crée et l'outil privilégié de sa gestion prévisionnelle des compétences et donc de la fidélisation des jeunes ou des actifs qu'elle forme. Si aujourd'hui ces CFA ont été créés dans de très grandes entreprises, le plus souvent, comme celle membre de la Fondation, vous le rappeliez, votre guide va aussi permettre d'essaimer plus largement encore ces bonnes pratiques dans des entreprises de taille intermédiaire. Et tout à l'heure, effectivement, nous aurons le témoignage d'entreprises de taille intermédiaire qui ont développé effectivement ces pratiques. Et je crois vraiment qu'à travers ce guide, qui est nourri de l'expérience acquise par vos entreprises dans cette démarche, je suis convaincue que d'autres se lanceront dans l'aventure de la création d'un CFA. J'ai désormais hâte d'entendre les différents témoignages d'entreprises comme d'apprentis. J'ai à cœur de comprendre ce qui fait la spécialité de vos CFA, mais aussi d'entendre dans quelle mesure ils ont été un vecteur de développement pour votre activité économique et donc de pérennisation aussi de vos entreprises. Je veux remercier une nouvelle fois la FIPA, ses membres et son président pour cette très belle initiative qui confirme que nous pouvons faire confiance en nos entreprises pour accompagner nos jeunes et développer leurs compétences. Je vous remercie. Madame la ministre, alors justement, on va entrer dans ce guide. Déjà peut-être avec les entreprises que vous mentionniez qui se sont engagées dans l'aventure, et vous voyez qu'elles sont nombreuses. Alors on peut découvrir ici une partie des entreprises qui sont membres de la FIPA. Il faut savoir qu'à la FIPA, on a 75% des entreprises membres qui ont un CFA interne. Et je crois qu'il y a à peu près une cinquantaine des représentants de ces CFA qui sont aujourd'hui présents, et je vous remercie encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Mais pas uniquement, vous voyez, vous avez encore aussi ici d'autres entreprises, donc vous avez une grande diversité, et ce n'est que le début. On n'a pas pu toutes les mettre d'ailleurs sur cette diaporama. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide Créer son CFA d'entreprise? Bien entendu, il y a le mode d'emploi classique, pas à pas, qui vous permet justement de créer votre entreprise, de créer votre start-up de la formation en apprentissage, pour en faire
un levier opérationnel de développement RH. C'est ça l'évolution. C'est ce qu'on s'est aperçu en allant sur cette expérimentation avec, je dois le rappeler, on a démarré avec 10 entreprises, alors pas petites, mais un petit groupe de 10 entreprises. On en entendra certaines, d'ailleurs, qui étaient dans l'aventure il y a 3 ou 4 ans pour savoir où en est leur CFA aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, le groupe s'est développé, on s'accorde à engager un accompagnement. On en parlera aussi en fin de présentation tout à l'heure pour vous annoncer ce CFA annuel, ce séminaire annuel des CFA d'entreprise que nous tenons, et ce sera le 3e du nom. En dehors de cette méthodologie, les évolutions. Alors, premièrement, ce qu'il faut bien noter, c'est que quand nous avons créé ce guide, un certain nombre des textes, des règlements n'étaient pas publiés. Donc, il a fallu justement le mettre à jour avec tous ces textes. Et également remettre à jour des ressources. Vous verrez que quand vous allez le découvrir en ligne, et il est déjà en ligne en réalité, vous allez trouver des liens dynamiques qui vous mettent en connexion avec l'ensemble des textes tout à fait à jour. Donc ce premier travail de remise à jour était important. Le second travail, il a été évoqué, c'est celui de livrer encore plus de témoignages très éclairants. On va avoir un certain nombre justement des témoignants dans ce guide qui sont présents avec nous. Et il donne en fait une ouverture sur non seulement des entreprises de taille intermédiaire, des PME qui se sont lancées dans l'aventure, mais également, et ça c'est intéressant, des secteurs que l'on avait peut-être pas intégrés dans la première démarche, qui sont les secteurs de la distribution, qui se sont vraiment emparés de ce guide et qui ont trouvé tout l'intérêt pour développer leur politique alternance. Troisième sujet, c'est l'outillage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a mis des outils qui n'étaient pas présents. Donc on y a mis des conventions organiser sa pédagogie, des conventions de prestations, mais également des conventions qui permettent d'organiser des financements, des investissements dans les CFA. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle, mais on aura un témoignage aussi tout à l'heure sur ce sujet qui est réservé aux CFA d'entreprise. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'évolutions, vous les découvrirez quand vous aurez ce guide en main. Il est largement documenté pour que, en tout cas, vous ayez des réponses à toutes vos questions, et s'il était besoin, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement de la FIPA, comme nous avons su le faire jusque-là. Voilà, maintenant, je crois qu'il est temps justement de donner la parole aux entreprises qui sont en fait les grands privilégiés de ce guide, qui ont été ceux qui ont pu mettre en place il y a 3 ans auparavant. Et on va commencer par Orange, parce que Orange faisait partie avec Elisabeth Fontex. Peut-être vous voulez rejoindre, tu veux rejoindre Elisabeth. Voilà, je pense que ce serait pas mal. Mais on va faire comme ça, c'est très bien, il faut s'adapter. On est voilà. Donc avec Orange qui a été une de ces entreprises en fait, qui a été la première à se lancer dans l'aventure du petit groupe dont je parlais tout à l'heure. On était à peu près 5 à cette époque à créer un CFA d'entreprise. Alors le CFA d'Orange, est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'il est devenu 3 ou 4 ans après? Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, ravi de voir de nombreux collègues présents ici autour de vous, Madame la Ministre. Donc, en effet, nous avons, dès 2018, bien sûr, identifié la loi et regardé quelles étaient les opportunités qu'on pouvait y trouver. Et en 2019, donc, on a pris la décision de créer le CFA d'entreprise Orange en prenant le parti d'un CFA hors les murs. Alors, qui de temps en temps vient dans ces murs. Mais ce qui nous a paru intéressant, c'est de tester toutes les nouvelles voies que proposait la loi. Et quand nous avons eu l'occasion d'accueillir Madame Borne lors de l'inauguration 2020, elle a effectivement, à la fin de sa visite, elle nous a dit « Mais vous êtes un véritable laboratoire » parce qu'on a essayé effectivement de tirer parti de toutes les formules. En fait, ce qui était intéressant dans cette loi, c'est de nous permettre vraiment d'adapter à nos besoins et de faire du sur-mesure. Alors, je vous resitue, on est en 2019. Vous savez, en 2019, c'est un peu avant le Covid. Et donc, de ce moment-là, on s'était dit, tiens, la loi ne nous interdit pas de pouvoir faire des enseignements à distance. Alors, on est aussi dans l'univers numérique chez Orange, donc on voulait créer notre CFA en ayant une grande partie des enseignements académiques via le numérique. Et donc, bien nous en a pris,
puisque c'est avec une certaine sérénité que nous avons pu faire face au Covid et que le CFA a été lancé en plein Covid et nous avons pu assurer les enseignements. Donc je disais tester de nouvelles modalités, alors à la fois dans les modalités pédagogiques, en embarquant l'enseignement à distance pour les enseignements académiques, combiné bien sûr aux activités opérationnelles de formation par aussi des experts d'Orange et puis aussi bien sûr dans le cadre de l'environnement professionnel. Nouvelle modalité pédagogique aussi en s'inspirant de la formation en situation de travail, même si on ne peut pas plaquer telle quelle, mais en s'inspirant des mêmes modalités. Et donc nous avons formé des accompagnateurs qui sont là pour accompagner les jeunes en plus des enseignants qui assurent les cours à distance. Autre élément intéressant, puisque nous sommes une entreprise de réseau et présente sur l'ensemble du territoire français, une de nos difficultés, c'était que nous n'avions pas forcément besoin d'avoir une classe à un seul endroit. Donc, le CFA hors les murs nous permet d'avoir des parcours sur l'ensemble du territoire. Donc, puisque nous avons pour nos classes, que ce soit de techniciens service client, pour nos data analystes, pour nos ingénieurs cybersécurité, nous avons fait des parcours qui permettent à des jeunes de ne pas quitter leur territoire d'origine ou leur territoire d'appétence ou d'évolution, et donc de faire des parcours réunissant des personnes de différents endroits en France. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très demandé par nos managers. Et puis, nous avons également la possibilité de lancer nos sessions quand nous le souhaitons, puisque nous sommes dépendants du calendrier de personnes. Alors, autre élément aussi, c'était la collaboration avec nos partenaires pédagogiques, parce que bien sûr, notre cœur de métier n'est pas l'enseignement pédagogique, l'enseignement académique, je veux dire. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'allier nos savoir-faire, à la fois des partenaires académiques et des nôtres entreprises, puisque effectivement, l'objectif, c'est qu'en sortant du CFA, nos jeunes soient tout de suite opérationnels en alliant le meilleur de la pédagogie de partenaires pédagogiques dont c'est le métier, et puis de nous qui avons aussi une certaine expérience de l'accompagnement dans la formation pour adultes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la frontière entre la formation initiale et la formation continue s'estompe complètement. Si bien que nous avons aussi saisi l'opportunité du CFA pour créer aussi un parcours pour devenir ingénieur en cybersécurité en mêlant à la fois des alternants et aussi des salariés en reconversion. Donc vous voyez, dans cette loi, on y a trouvé, nous, vraiment les outils, une certaine souplesse pour répondre à nos différents enjeux. Et donc, au moment où je vous parle, c'est près de 250 jeunes donc, qui ont suivi ou qui suivent nos parcours. Nous avons commencé par des parcours allant du niveau Bac+3 au Bac+5, parce que, effectivement, vous l'avez dit, ce qui est intéressant aussi, c'est d'adresser des publics de niveau de qualification variés et de diversifier nos viviers de recrutement. Donc, nous avons formé des techniciens service client, des techniciens d'intervention réseau. Donc ça, c'est une nouveauté pour 2023 pour préparer les grands événements sportifs. Donc, Coupe du monde du rugby, les Jeux olympiques. Donc, nous avons 50 jeunes qui ont été recrutés pour être techniciens d'intervention réseau et prêts pour les grandes opérations, donc en Île-de-France. Nous avons également des data analystes et des ingénieurs en cybersécurité. Donc vous voyez à la fois des métiers en tension qui sont propres à Orange et aussi des métiers du numérique à forte employabilité future. Pardon. Alors plutôt que de continuer à parler, je voulais vous proposer d'écouter deux témoignages. Celui de Nicolas. Donc Nicolas Chollet a rejoint donc le CFA Orange cette dernière rentrée pour dans le cadre du parcours technicien d'intervention réseau. Donc, bonjour à tous, je me présente Nicolas Chollet. J'ai 26 ans et je suis technicien d'intervention grand public avec Orange et je suis apprenti avec le CFA d'Orange. Donc pour ma part, c'est ma 4e année chez Orange. En fait, j'ai préparé un BTS en négociation et digitalisation de la relation client en 2019, que j'ai obtenu en 2021. À la suite de ça, j'ai effectué une année dans les back-office d'Orange, ce qui me plaisait énormément puisque c'était du technique et de la relation client. Et puis j'ai choisi de devenir technicien, étant donné que les métiers du terrain et de l'intervention, et surtout le contact clientèle me plaisait énormément. Donc j'ai choisi de sauter le pas et de devenir technicien.
Et surtout, comme Elisabeth l'a dit, avec l'arrivée des grands événements sportifs, c'était une occasion en or que j'ai saisie, étant donné que j'ai déjà connu l'apprentissage par le passé. Je me suis dit, pourquoi pas recommencer. C'était une expérience qui m'a plu et je suis fier de pouvoir être technicien d'intervention en apprentissage. Voilà. Merci Nicolas. Nadine, je propose également que tu nous parles de ton expérience. Donc là, tu as choisi le parcours de data analyst au sein du CFA Orange. Bonjour à tous, Nadine Jaziri, j'ai 26 ans. Je suis data analyst à l'équipe performance à la supply chain d'Orange France. Je suis diplômée d'un master en web marketing. J'ai été pendant 1 an account manager SEA. C'était certes un domaine passionnant, mais j'avais envie d'avoir une reconversion dans un métier beaucoup plus porteur et d'actualité. J'ai postulé donc au CFA Orange en tant que data analyst de nature curieuse et aimant les chiffres. Je pense que c'était un métier qui me correspondait. Donc au sein du CFA Orange, ça nous permet d'acquérir des compétences techniques et aussi théoriques grâce à notre formation sur Open Classroom et nos missions en entreprise. Et grâce aussi au CFA Orange, on peut aussi développer nos soft skills parce qu'on a des modules complémentaires, donc avec des talks experts sur la data, la méthode agile ou simplement sur du développement personnel. Et aussi, je suis très fière de faire partie d'une promotion où la parité homme-femme est respectée. Et je pense que ça renforce aussi l'engagement d'Orange pour la féminisation des métiers de la tech et aussi dans l'objectif global dans la tech en général. Voilà. Merci. Merci Nadine. Merci. Merci de ce Je ne sais témoignage. pas si vous avez une question, n'hésitez pas. Une brève réaction. Ce qui effectivement là est très parlant, c'est votre capacité à organiser du coup des cohortes de collaborateurs en formation initiale ou continue qui vont pouvoir faire ce parcours. Et donc c'est vraiment pour moi très intéressant. Cette mixité aussi de public, elle est riche. Hein, elle se retrouve dans certains diplômes et on voit la richesse de ce partage d'expérience et de ce partage de profils. Et cette mixité là, pour moi, elle importe dans d'autres sujets de réflexion. Et au fond, je vous trouve très près pour des enjeux de formation continue, et je pense à la VE inversée. Je mets une petite graine, mais ça, à mon avis, c'est déjà très près pour participer à cette dynamique de VAE inversée. Disposition. Merci. Merci beaucoup de ce témoignage. Écoutez, Alexandre, je vous propose de rejoindre éventuellement, ou si vous voulez rester, on a pris ce... Je pense que c'est très bien. Alors, deuxième entreprise qui a été, qui faisait partie de ce petit groupe, hein, avec un CFA qui s'est lancé il y a 3 ou 4 ans auparavant. Il s'agit de Saint-Gobain, et Exactement. vous en êtes le représentant aujourd'hui. Et merci Alexandre d'être à nos côtés. Parlez-nous du CFA Génération Saint-Gobain, c'est comme ça qu'il s'appelle. Exactement. Je vous laisse justement nous dire où on en est 3 ans après. Voilà. Un autre exemple, effectivement, dans un secteur d'activité un peu différent. Donc, je pense que vous connaissez Saint-Gobain, grand groupe, effectivement, positionné sur le secteur de la construction avec un objectif qui est d'être le leader de la construction de l'habitat durable et avec un engagement clairement affiché en 2050 d'être carboneutre dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. En France, Saint-Gobain, c'est 37 000 collaborateurs qui sont positionnés sur l'ensemble de nos métiers. Donc de la conception, avec des centres de recherche et développement, 88 sites de production pour toute la production des matériaux, et puis 2000 agences pour la distribution, donc des matériaux de construction également. Et donc nous avons évidemment sur l'ensemble de ces métiers une politique alternance assez ambitieuse depuis de nombreuses années, à la fois pour pouvoir nos postes sur les métiers en tension, évidemment, pour, assurer notre rôle aussi de responsabilité sociale en tant que grosse structure. Et donc, chaque année, nous avons 2000 alternants. Et en 2020, comme nos collègues, nous avons décidé de créer un CFA interne également. Donc, nous avions lancé déjà quelques initiatives de parcours spécifiques avec des prestataires. Donc nous étions sous-traitants avec nos modules de formation continue, vous l'avez évoqué Elisabeth également, et nous avons fait le choix donc, de créer un CFA hors les murs, pour un peu les mêmes raisons qu'Orange. Ça nous donne de la souplesse, ça nous permet de nous appuyer sur des partenaires qui sont reconnus,
c'est ça qui est intéressant, qui ont aussi une véritable expertise. Nous avons fait le choix aussi de prendre des titres qui nous donnent la possibilité de customiser de façon assez importante les formations, de façon à répondre à nos besoins. Et puis enfin, nous avons effectivement, on va dire, utilisé toutes les modalités, dont le digital, pour aussi des raisons d'optimisation du parcours, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir nos jeunes avec nous sur le terrain. Concernant du coup ce CFA, nous avons lancé une première promotion avec 2 titres en 2020, avec 80 apprentis. Et 2 ans après, donc pour la dernière promotion, je regardais Léonore qui est avec nous aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe du CFA, nous avons lancé 5 titres en 2022, à la rentrée 2022, avec 170 apprentis. Et nous fixons comme objectif d'avoir 400 à 500 apprentis en 2025. Donc ça arrive très rapidement. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'en fait, on a souhaité à la fois élargir, on va dire, les possibilités pour les collaborateurs qui étaient engagés, donc sur une filière commerce, de façon à leur proposer du Bac+2 au Bac+5. Nous avions commencé sur le Bac+3, de façon à pourvoir nos postes de commerciaux itinérants, sur lesquels, effectivement, je pense que c'est assez partagé sur pas mal de secteurs d'activité. Voilà, on a vraiment des difficultés de recrutement. Et puis, nous avons lancé également des formations sur un nouveau domaine, qui est celui de la logistique, voilà, en plus de la maintenance industrielle. Donc, l'objectif, c'est évidemment de proposer une offre un peu plus large, de pourvoir nos postes sur les métiers en tension. Et les résultats sont plutôt satisfaisants. On en est pour l'instant fiers, puisque sur la deuxième promotion, on a un taux de transformation de près de 70%. C'est-à-dire que les jeunes restent avec nous, soit en CDI, en CDD, ou poursuivre leurs études avec nous sur les filières du CFA ou sur d'autres filières. Voilà l'état des lieux. Donc, si vous avez des questions, avec plaisir. Alors oui, j'ai une question. Comment est-ce que du coup, avec ce nombre d'apprenants que vous accompagnez et cette répartition sur le territoire, vous organisez collectivement pour maintenir un haut niveau, j'ai envie de dire, d'intérêt aussi pour les apprentissages et pas uniquement pour l'expérience professionnelle? Comment est-ce que finalement vous réussissez à mobiliser les apprenants tout au long du cursus pour maintenir ce niveau peut-être aussi, bien sûr, d'intérêt dans les formations, mais aussi cette capacité à se sentir faire partie d'une cohorte quelque part d'apprenants? C'est un point important parce qu'effectivement nous organisons des promotions. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cet état d'esprit de promotion. La première, c'est que nous lançons toutes nos promotions, pour une bonne partie en tout cas, à la Tour Saint-Gobain. Donc avec l'ensemble des représentants, des acteurs qui sont impliqués, aussi bien les responsables ressources humaines que les tuteurs, qui sont des acteurs clés dans l'accompagnement des apprentis, clairement. Nous nous appuyons, du coup, vous l'avez compris, sur différents centres de formation qui sont représentés géographiquement sur les principaux bassins d'emploi. Et plusieurs fois par an, on fait des semaines complètes dans l'un de nos campus, en l'occurrence sur Paris, ce qui permet de regrouper les apprentis qui se retrouvent tous ensemble. Et de la même façon, on va faire des clôtures avec l'ensemble des parties prenantes et des acteurs pour fêter l'événement de la fin de promotion. Formidable, bravo. Merci à vous. Merci Alexandre. Avec plaisir. Nous allons continuer avec Pierre Vibrac qui représente, justement on parlait d'ETI tout à l'heure, donc qui représente une ETI, puisque c'est le groupe Moffret. Pierre Vibrac qui justement va nous parler de l'ambition du groupe Moffret, une ambition qui est très teintée compétences, quelque chose aussi d'assez puissant, c'est que vous n'êtes pas fait un CFA hors les murs, mais vous avez construit un CFA, et justement pour répondre à ce besoin. Oui, tout à fait. Donc, le groupe Moffret forme depuis plus de 20 ans, notamment sur ses métiers de conducteur. Il s'est fortement développé sur les 10 dernières années. Il compte plus de 4200 salariés répartis sur plus de 50 sites à travers toute la France aujourd'hui. Et nos besoins augmentent de manière exponentielle. Nous poursuivons nos efforts de croissance. Et l'objectif a été, du coup, de continuer à miser stratégiquement sur la formation en interne de nos propres collaborateurs. Donc le groupe a investi dans la construction d'un campus. On est vraiment sur une infrastructure complète qui propose des solutions d'hébergement, de restauration et également de garde d'enfants avec la mise en place d'une crèche.
Nous proposons 82 studios à l'ensemble des personnes que nous accueillons en formation. L'objectif, c'est de pouvoir former et diplômer 250 nouveaux collaborateurs chaque année. Bien évidemment, un grand nombre d'entre eux se positionnent sur des métiers de conducteurs, mais nous allons former également sur les métiers de la mécanique, qui sont désormais des métiers en tension, et sur un niveau Bac+2 sur les métiers de gestionnaire de transport. Notre objectif, l'objectif de nous doter de notre propre infrastructure et de la positionner dans les Vosges au plus près du siège social de l'entreprise, était pour nous une évidence, notamment parce que nous misons vraiment beaucoup sur notre capacité à intégrer et à diversifier les profils que nous allons aller chercher. Donc nous travaillons sur la base d'un réseau que nous continuons à développer mois après mois, année après année, un réseau de prescripteurs de profils pour pouvoir aller chercher les talents partout où ils se trouvent. Nous souhaitons pouvoir féminiser la filière et nous souhaitons vraiment pouvoir accompagner et acculturer tous les profils que nous accueillons pour qu'ils se familiarisent avec l'entreprise, avec ses savoir-être, avec ses savoir-faire et ses process. Et bien évidemment qu'ils puissent se familiariser avec ses valeurs. Donc on dispose pour cela d'une équipe de 35 collaborateurs à date aujourd'hui au sein de l'académie et on est sur sur un investissement qui a été évalué à une somme de 20 millions d'euros. Voilà. Je vais dépasser le petit côté chauvin lorrain, mais évidemment il est là, parce qu'effectivement en Lorraine il y a des pépites. Est-ce que, voilà, vous parliez tout à l'heure de cet investissement qui est colossal. Comment est-ce que du coup cet investissement, vous réussissez à le déployer, à vous appuyer sur un réseau de partenaires? Comment vous faites dépasser finalement la Lorraine dans votre capacité à faire connaître votre offre de formation et de parcours professionnel? Et puis la deuxième question que j'avais, elle est justement autour de cette féminisation des métiers que vous évoquez. Vous avez parlé de crèches, mais c'est un peu les crèches, elles intéressent aussi les hommes, en tout cas j'espère, sinon c'est qu'il y a un problème. Mais comment est-ce que vous avez travaillé sur cette féminisation des métiers? Alors on réfléchit beaucoup sur les axes de communication. Bien évidemment, parce que on a une vraie problématique qui est liée aussi aux clichés que comportent notamment les métiers de la conduite. Conducteur, c'est 80% de la masse salariale de l'entreprise. Donc bien évidemment, on est vraiment sur le cœur du réacteur de nos besoins. Donc on travaille beaucoup sur l'image, on travaille beaucoup sur le dépassement du cliché, sur le fait que les matériels, les nouvelles technologies qui existent désormais permettent d'utiliser des véhicules qui ne nécessite plus, on va dire, des compétences, on va dire, musculaires hors normes, telles que ça pouvait être encore le cas il y a une vingtaine d'années. On arrive assez bien à toucher les femmes, puisqu'il s'avère que on a rentré encore dernièrement une section de titres professionnels conduite et on a 25% du public qui est un public féminin. Contre 3% de femmes dans les métiers de la conduite. Donc on arrive un petit peu effectivement à rayonner à ce niveau-là. Et puis s'agissant de la capacité à rayonner en dehors de la Lorraine et à travers toute la France, en fait c'est de la prospection. C'est clairement de la prospection au quotidien, donc ça nécessite une certaine agilité de la part de mes équipes qui sont à l'affût de tout ce qui peut exister en termes de réseau. Donc on s'appuie bien évidemment sur le réseau structurel, on va dire Pôle emploi, mais on est vraiment à l'affût de tout ce qui peut exister en termes d'associations d'insertion qui agissent dans les quartiers auprès d'un certain nombre de publics, qu'il s'agisse de réfugiés, de décrocheurs scolaires, de personnes en recherche de reconversion, d'associations qui œuvrent aussi pour permettre aux femmes de s'affranchir et de trouver de nouvelles voies professionnelles. Et puis on essaye aussi de développer, on va dire, des modules ou des parcours un petit peu innovants. Par exemple, en février, on ouvre une session expérimentale pour accueillir des aides mécaniciens dont l'entreprise a besoin. Et cette session d'aide mécanicien est ouverte à des publics de réfugiés.
Donc nous allons accueillir exclusivement alors un peu plus d'une dizaine de réfugiés en situation régulière qui ont besoin à la fois d'appréhender le métier, mais aussi de consolider leurs compétences de la langue française. Et on a monté un parcours vraiment spécifique pour qu'ils puissent à la fois passer par notre académie, par nos ateliers, et qu'on les accompagne sur un module FLE. Merci, bravo. Si je puis me permettre, au fond, ce que vous soulignez là, c'est à quel point cet enjeu de recrutement peut être un frein à la croissance. Et très clairement, je pense que Maufrais a développé ce campus aussi parce que vous étiez en difficulté pour recruter. Et donc, mettre en place un appareil de formation vous permettait de former des personnes et donc d'être votre propre recruteur quelque part. Et cette capacité-là à vous impliquer dans la formation, elle doit aussi passer par cette question de la visibilité des métiers que j'évoquais tout à l'heure, mais pour moi c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, vraiment trop souvent les élèves s'orientent selon des métiers qu'ils connaissent autour d'eux, et cette diversité des métiers-là, elle est absolument méconnue. Donc on a un énorme chantier commun à mieux faire connaître les métiers par famille de métiers de manière stratégique, si je puis dire, et tactique, du coup aussi. Stratégiquement, faire connaître les familles des métiers, et tactiquement, comment est-ce que j'opère cette découverte stratégique des métiers pour que les jeunes fassent un choix réellement éclairé dans leur orientation. Et c'est un enjeu majeur qui participe aussi à déconstruire les préjugés que vous évoquez. Et là aussi, on est vraiment dans un enjeu majeur de société, parce que les femmes s'orientent bien trop peu dans des filières stratégiques et sur lesquelles on sait que ce sont des métiers d'avenir, et on sait aussi que ce sont des métiers qui vont être rémunérateurs. Donc on a un vrai enjeu aussi à cette déconstruction des stéréotypes. On a également un vrai enjeu à rapprocher, et permettez-moi de le dire, voilà, au travers de la question, c'était une question intéressée, mais je suis aujourd'hui ministre avec un double rattachement, celui du travail bien sûr, mais aussi celui du ministère de l'Éducation nationale, et donc ministre aujourd'hui aussi en charge des lycées professionnels. Et les lycées professionnels doivent demain vous permettre d'être facteur de parcours que vous construisez aussi avec les lycées professionnels pour puiser dans nos lycéens et dans nos diplômés de lycée vos futurs apprenants, et que vous formerez à Maufrais dans votre formidable campus. Donc vraiment, n'oubliez pas, lycée professionnel, on a un tiers de la jeunesse française qui passe par la voie professionnelle. C'est 627 000 jeunes qui chaque année sont dans nos lycées professionnels. Et puis j'ai un très fort taux de décrochage. 120 000 jeunes chaque année décrochent issus du lycée professionnel. Ils manquent de sens. Ils ont évidemment plein de difficultés diverses, mais ils manquent de sens aussi. Et ce type de campus peut donner du sens à un parcours professionnel. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est la prépa apprentissage. Vous donnez aussi beaucoup de sens dans ce que je disais dans l'intervention liminaire. C'est cette capacité aussi pour nous à mieux accueillir des personnes issues de l'immigration. La prépa apprentissage, c'est un formidable tremplin pour leur permettre d'entrer dans des dispositifs d'apprentissage et de réussir en France dans des parcours professionnels et dans des métiers pour lesquels on a besoin d'eux. Merci madame. Restez avec nous, Pierre. Vous ne pouviez pas faire meilleure transition, madame la ministre, puisque justement, le groupe Maufrais fait partie du consortium qui s'est engagé dans cette candidature prépa-apprentissage. Et sans plus attendre, on va vous montrer justement ce que ça inspire, cette prépa-apprentissage, au travers d'une vidéo. Bien, la FIPA, c'est la Fondation Innovation pour les apprentissages. Elle rassemble 17 grandes entreprises françaises particulièrement investies dans le développement de la formation en alternance. Son action consiste à soutenir financièrement des projets proposés par les entreprises qui la composent et qui les intéressent particulièrement, mais aussi des projets particulièrement innovants dans le domaine de l'apprentissage. Avec Passeport pour l'apprentissage, notre fondation a souhaité aider les CFA d'entreprise à construire des dispositifs spécifiques d'inclusion en apprentissage. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit justement de permettre à des jeunes de trouver une orientation, de découvrir un métier, d'être remis à niveau au sein d'un CFA d'entreprise pour derrière justement se donner toutes les chances d'intégrer un contrat d'apprentissage dans l'entreprise et le CFA d'entreprise en question. Alors Engie a effectivement créé un CFA qui s'appelle l'Académie de la transition énergétique,
Et ce CFA accueille une première promotion de jeunes sans diplôme ni qualification pour un parcours de prépa-apprentissage. Donc ce sont des jeunes qui vont passer 1 mois et demi avec nous dans différentes entités du groupe pour faire des rencontres, échanger avec des techniciens, échanger avec des jeunes en formation, faire un stage aussi d'une 15aine de jours dans l'une des entités. Et l'idée, c'est de découvrir le groupe NJ, découvrir les métiers et pourquoi pas de rentrer en apprentissage à partir de la rentrée prochaine. Moi, en tout cas, j'espère bien de rentrer dans cette boîte-là, chez NJ, en CFA, pour apprendre et mieux comprendre les techniques. Moi, NJ, c'est le métier qu'il me faut parce que moi, je suis curieux de base. J'aime approfondir les choses. Dans le cadre du développement de nos centres de formation, on a trouvé très judicieux de pouvoir intégrer ce programme de manière à recruter en amont, à commencer à initier au métier que nous préparons et à avoir en prépa apprentissage donc, et après en apprentissage des jeunes qui étaient motivés, formés et sur lesquels on avait identifié des envies d'aller vers ces métiers-là. Pendant 1 an, j'ai beaucoup galéré à trouver une école, un BTS. J'ai cherché énormément de formations, mais malheureusement, la chance n'a pas été de mon côté. J'ai pas pu poursuivre mes études et je suis là finalement tombé sur une prépa apprentissage en MUM pour être manager des unités marchandes. C'est incroyable parce que il y a un moment, je croyais plus en moi. Je me disais j'étais plus capable de rien faire ou quoi. Et finalement, ils nous apprennent à nous comporter, à nous tenir, à revaloriser ce qu'on avait déjà en nous, mais qu'on avait peut-être oublié. La prépa apprentissage pour nous est très importante parce qu'elle nous permet d'accompagner des jeunes candidats en recherche d'emploi, mais surtout en recherche de métiers sur lesquels ils vont pouvoir s'épanouir. Je prends le commerce international par exemple. On a souvent une idée de ce qu'est le commerce international et on ne sait pas réellement quelles sont les activités qui peuvent se cacher derrière ce mot commerce international. Avec cette prépa, ça me permettrait du coup d'avoir des bases plus solides dans mon entrée l'année prochaine en BTS commerce international. De la connaissance de soi et des ateliers CV et des recherches aussi de stages. Vu qu'à la fin de la prépa apprentissage, on a un stage, ça permet de découvrir un peu le secteur dans lequel on va se plonger et d'acquérir des compétences et des bases peut-être un peu plus solides pour commencer l'alternance. Du coup, je trouve que c'est un vrai plus. Voilà. Alors, bravo à tous ces CFA qui se sont engagés dans la voiture pour permettre qu'aujourd'hui, nous ayons déjà 350 bénéficiaires sur une année. J'aimerais donner la parole à monsieur le délégué interministériel qui nous a fait d'ailleurs l'honneur d'une visite au CFA The Welcome Factory et qui est venu à la rencontre de ces jeunes. Patrick Toulmé, je vais vous donner peut-être la parole un instant parce que vous avez eu la chance de les rencontrer. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette rencontre des jeunes en prépa apprentissage à The Welcome Factory ? Merci. Déjà, je vais vous parler un peu de la naissance de la prépa apprentissage. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Il venait d'être nommé ministre. Moi, j'étais président d'un CFA. Ça faisait 15 ans que j'étais président de ce CFA. Et on parlait après les attentats des mesures qu'il fallait prendre dans nos quartiers. Puisqu'à l'origine, on a pensé carrément tout de suite aux quartiers prioritaires. J'ai écrit une histoire, je lui ai dit, il m'a dit, après les attentats, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos jeunes, comment on pourrait les aider et les sortir de là. J'ai écrit une histoire. Cette histoire, c'était sur une année scolaire, entre septembre et juin. Donc c'est vrai qu'elle était longue, ma prépa, Monsieur le Président. Mais elle était valable dans le sens où j'avais 20 métiers différents dans mon CFA, ce qui fait que le jeune pouvait faire 1 semaine par mois dans un métier différent. Sur 20 métiers, vous pouvez en faire 5, 6, ils avaient le choix. Celui qui me disait « je vais être boulanger », il faisait sa semaine en boulangerie pendant tout son temps de formation de la prépa. Et la prépa, ensuite je suis arrivé au ministère, après mon poste comme président de chambre de métier, j'ai rencontré M. Alain Druel avec Muriel Pénicaud, et donc nous avons lancé cette fabuleuse prépa, parce que moi je dis qu'elle est merveilleuse, parce que
Les résultats sont extraordinaires. C'est le PIC à financer, il faut savoir, quand même 200 millions d'euros. Donc c'était pas neutre. C'était un vaste programme. Alors selon les entreprises, c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois. Moi, c'était 6 mois, une année scolaire. Oui, j'étais chez Welcome Factory il n'y a pas très longtemps. Et c'est là que vous vous rendez compte de l'utilité de la prépa. L'émotion, où il est le directeur de Welcome Factory? Je l'ai aperçu tout à l'heure. Je ne sais plus. Voilà, M. Sidbon. Oui, parce que vous vous rendez compte, on redonne des valeurs à des jeunes qui se sentent paumés. Je vais être franc avec vous. Qui sont mal, qui ne savent pas ce qu'ils deviennent. Et moi, dans ma prépa, je m'étais rendu compte que malgré le programme, moi, mes profs, c'était un problème parce qu'ils voulaient revenir sur les formations, sur l'éducation nationale. Ce n'était pas possible. C'est des jeunes qui avaient fui l'école. Je suis désolé de le dire, Madame la Ministre, je ne peux pas, je le dirai peut-être pas partout. Ces jeunes avaient fui l'école, ils ne savaient même plus où était leur école, pour certains d'entre eux qui avaient quitté leur école depuis 4-5 ans. Donc il ne fallait surtout pas leur parler de programme éducation nationale. Donc on a pris des profs extérieurs et nous avons décidé ensemble qu'est-ce qu'on pouvait leur donner comme formation. La matière qu'ils préféraient, surtout les filles, je trouvais ça d'ailleurs fabuleux parce que c'était le coaching. J'avais pris 2 coachs d'entreprise. C'était leur faire redonner des valeurs qu'ils pouvaient être capables, comme les autres, de se remettre sur les bonnes voies. C'est vrai que j'avais des jeunes, c'est pas péjoratif, j'avais des bacs -12 par moment, compliqués, mais des jeunes avec des casiers, des jeunes qui parlaient pas français ou qui l'écrivaient très mal. Écoutez, on les sortait en quelques mois. Moi, j'ai eu des réussites extraordinaires. Et c'est vrai que c'est touchant. J'étais chez M. Sidbon l'autre jour. Cette dame, cette jeune femme qui me dit, à 23 ans, qu'elle a 4 enfants, qu'elle est dans une galère pas possible. Eh bien, si on n'est pas là pour l'aider, je crains le pire. La prépa, vous savez, j'ai fait passer même un jeune qui était sourd et muet, malien, pas de papier, et il savait ni lire ni écrire. Imaginez. Vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que voilà, ce genre de cas, il n'y a pas que cela, bien sûr, heureusement, mais ce genre de cas, s'il ne passe pas par la prépa, et Président, je félicite la FIPA parce que vous avez toujours, avec Yann, que je connais maintenant depuis quelques années, toujours fait le job comme il fallait parce que ça mérite. On a des jeunes. Moi, dans ma prépa, j'ai eu 438 jeunes. Sur 438, on en a sorti 215, financés par l'Europe. D'ailleurs, avec M. Macron à l'époque, le président Macron maintenant ne comprenait pas que je n'avais pas trouvé les financements. C'est l'Europe qui m'avait financé. 800 000 € pour 438 jeunes. Mais ça a marché fabuleusement bien puisque 215 étaient orientés. Donc voilà, je dis bravo. Oui, je rencontre ici de belles entreprises. J'ai quelques belles entreprises avec qui on a fait de belles réalisations. Une, entre autres, une grosse entreprise où, quand je veux faire embaucher un jeune handicapé ou une jeune handicapée, il me répond toujours présent. Et ça, j'y tiens parce que c'est un sujet avec Madame la Ministre qui nous est cher. Donc oui, la féminisation des métiers. Et j'étais vendredi dans un centre de formation à Guyancourt. Comme quoi maintenant les entreprises passent de plus en plus par nos CFA, hors les murs, dans les murs. J'étais dans ce centre de formation, il y a une formation mécanique moto. Et qui était là? C'était Harley Davidson. L'intérêt pour Harley Davidson, c'était de former des jeunes sur leur mécanique, qui ensuite, ils cherchaient à les recruter chez eux. Moi, j'ai un jour la société Sépure, une société de Reaper, qui est venue chez moi et il me dit, dites-vous bien que c'était compliqué. C'est qu'avec des métiers de l'artisanat, et il fallait d'un coup que je fasse une formation des boueurs. Je l'ai faite. Ça m'a provoqué beaucoup de cris dans l'artisanat, mais c'était pas grave. J'ai dit, mon but, c'est de donner du travail à des gens et à des jeunes. Eh bien, à la société Sépure, formation de 24 mois, toute la partie théorique dans mon CFA. Et au bout de 24 mois, avec un CAP de Reaper, j'étais extrêmement touché parce qu'on leur avait remis leur diplôme à la Maison de la Chimie, pas très loin de notre ministère. Et certains pleuraient parce que pour la première fois, ils avaient un diplôme. Et au bout de 24 mois, ils avaient un CDI. Voilà. Donc, je ne peux qu'encourager, avec Madame la Ministre, on ne peut qu'encourager tout ce que vous faites. Monsieur le Président, continuez. Yann, je sais qu'il continue. Et pour Welcome Factory,
Je crois que j'ai quelques jeunes qui m'attendaient à la sortie l'autre jour, qui voulaient me parler. Parce que franchement, il y a des cas où on a vraiment envie de donner le coup de pouce. Voilà, c'est tout ce que... J'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là, si ce n'est que je sais que Madame la Ministre veut pérenniser ce dispositif. Il le faut, parce qu'il est plus qu'utile. Je crois qu'il est même indispensable. On sort des jeunes. Moi, j'ai eu des réussites avec des jeunes où je ne pouvais pas m'attendre à ce genre d'exploit, parce que pour moi, c'était un exploit qu'il réalisait. En tout cas, merci à vous, toutes les belles entreprises qui sont ici, parce que je sais que vous faites bien le job. Et puis nous, on sera toujours à vos côtés pour vous aider. Merci. Alors, on va terminer sur 3 témoignages. Je passe la parole à Salim Assam de McDonald's France. Salim, merci d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner aussi de l'ambition qui a été développée par McDonald's France autour de l'apprentissage et aussi une ambition assez incroyable d'avoir développé sur 5 régions en même temps le CFA d'entreprise. Oui, je me souviens de notre première rencontre en 2019 quand on a commencé à aborder ce sujet. Au départ, on regardait un peu le CFA et notamment tout ce que la loi nous permettait, cette flexibilité offerte. En fait, comment c'est arrivé tout ça? Parce que quand on parle de McDonald's, ça fait 40 ans qu'on est présent en France. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 restaurants et on est le premier recruteur de jeunes en France. On a 80 000 collaborateurs sous enseigne. 45% de nos équipes ont moins de, sont étudiants. 80% ont moins de 30 ans. Et quand on regarde plus loin, 67% ont moins de 25 ans. Donc, un jeune sur 2 qui nous rejoint, c'est la première fois qu'il découvre le monde de l'entreprise. Et puis, quand on regarde quelque part le turnover, parce que ça fait partie des choses qu'on regarde qu'on doit regarder quand on parle de talent, quand on parle de maintien en fonction, mais ces jeunes nous quittent, soit en juin, et on a des difficultés de recrutement en septembre parce que les emplois du temps ne sont pas encore tombés. Et puis, à partir d'octobre, novembre, on commence à avoir des embellis sur le recrutement. Et puis avec le maillage géographique que nous avons et quand on se projette sur les 10 ans à venir et tout ce qu'on va, les villes où on va aller, et c'est déjà le cas, on a de plus en plus de mal à avoir des jeunes qui restent dans ces villes-là parce qu'il n'y a pas de lycée ou il n'y a pas de fac. Et donc, pour poursuivre leurs études, ils déménageaient, ils partaient. Alors que nous, on avait besoin de les garder parce que, quoi qu'il en soit, avec les métiers que nous offrons, on a besoin à un moment donné de diversité dans nos offres. Et donc, tout l'enjeu, toute l'équation, c'était comment offrir des parcours pour que ces personnes-là, ces jeunes, restent chez nous, qu'ils puissent cumuler l'expérience en entreprise et en même temps certifier cette expérience. On sait tous, quand on recrute, qu'on a McDo sur le CV, on sait qu'on a quelques compétences qui sont transposables. L'ambition, c'était d'offrir des parcours pour développer de manière durable l'employabilité de tous ceux qui viennent chez nous, qui restent chez nous un instant ou qui partent, quoi qu'il en soit. Si on arrive à leur permettre de certifier cela et de partir avec un titre, on se dit qu'on aura gagné. Aujourd'hui, on a 2000 apprentis sur l'ensemble de nos restaurants en France. Pour y arriver, on a noué des partenariats avec la CCI France, avec du service, avec Opus Formation, et on offre des titres allant du niveau CAP au Bac+5. Vous parlez de ces jeunes, des NEETs, ils sont dans nos restaurants, et le titre ADR, par exemple, qu'on a conçu, permet à un moment donné à ces jeunes-là, non seulement de gagner en savoir-être, de prendre confiance, mais au-delà de ça, d'arriver à avoir leur premier diplôme. Et vous parlez de cela, j'étais ravi il y a quelques semaines de cela, via le projet HOP, de connaître, ou les MENA, mineurs non accompagnés, de voir ces jeunes tout d'un coup en larmes parce que c'est la première fois qu'on leur remettait un diplôme et que eux, qui avaient vécu, qui étaient déscolarisés, désocialisés complètement, en marge de tout d'un coup, ils se sentaient capables de faire autre chose. Et de voir parmi les mineurs non accompagnés, certains qui sont arrivés, réfugiés chez nous, voire aujourd'hui occuper des postes de responsabilité, devenir des managers, encadrer des équipes de 40, 50 personnes, gérer quelque part des quarts de travail et servir les clients. Donc, quand je vois un peu ce qu'on peut faire, je me dis que... Alors, j'aime pas trop parler de marque employeur, je parlais plutôt d'empreinte employeur, parce qu'en réalité, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est construire ces parcours et permettre à tout un chacun qui rentre chez nous de repartir avec quelque chose. Et si on réussit à ça, on a laissé une empreinte. Merci beaucoup, Salim. Merci. Je vous propose de poursuivre, si vous le permettez, immédiatement avec Corian qui va nous livrer un témoignage sur ce que l'on peut faire en matière de reconversion.
de salariés en poste. Voilà, bonjour à tous, merci. Donc, comme beaucoup d'entreprises, finalement, on a aussi créé notre CFA donc, en 2020. Donc, on est parti de rien. Hein, on a réfléchi, on s'est fait un petit peu aider par Sabrina ici. Et puis, donc, on a créé notre CFA. On est monté rapidement donc, à 300 apprentis, principalement donc, des aides-soignants. Mais on a voulu faire de notre CFA un levier d'attractivité, bien sûr, mais aussi donc, d'insertion. Et de reconversion. Et à ce titre, en fait, on a pris le parti donc, de l'ouvrir d'emblée à nos salariés. Donc en fait, on fait de l'apprentissage CDI et dans le cadre des recueils des besoins en formation, dans le cadre des projets de carrière que nous avons donc, dans nos établissements, quand un collaborateur, quel que soit son métier, en fait, souhaite, et quand il a l'âge, c'est un des points... Voilà, dont on pourrait parler, souhaite en fait pouvoir se réinvestir en formation et se lancer dans une profession notamment d'aide-soignant, donc par la voie de l'apprentissage, eh bien on le permet, on lui maintient son salaire et il retourne en fait comme s'il était un petit peu plus jeune, donc à l'école. On a ce levier-là, on a aussi le levier de l'insertion, parce qu'on travaille aussi avec des associations qui accueillent des réfugiés et quand on en a l'opportunité, on les prend également donc, en insertion. Puis ce que je voulais dire enfin, et après je finis, c'est que je voulais également dire qu'on travaille aussi avec le CFA des chefs, on est partie prenante du CFA des chefs qui forment des cuisiniers, et que dans ce cadre-là, on fait quelque chose que moi je trouve très bien, c'est qu'on permet justement de déplafonner la question de l'âge en accueillant des personnes en situation de handicap et qui se reconvertissent au métier de cuisinier. Et ça, je trouve que c'est une très très belle initiative. Voilà, je voulais juste le dire. Merci beaucoup. Avant de conclure, et je vais du coup demander à Jean-Bernard Lévy de rejoindre Madame la Ministre pour le mot de conclusion et la remise symbolique du guide, qui se trouve d'ailleurs sur cette table. Je voudrais simplement vous dire que le guide est désormais en ligne et que vous pouvez le télécharger. Retrouver d'ailleurs toute l'actualité de la FIPA. Merci à tous ceux qui ont conçu et nous aidé à concevoir ce guide. Et ils sont ici présents. Voilà, Monsieur le Président de la FIPA, je vous permet de remettre symboliquement à Madame la Ministre ce guide. Écoutez, un grand bravo, Monsieur le Président, un grand bravo à tous les membres de la FIPA. Merci pour tous ces témoignages qui démontrent votre engagement à faire aussi changer les choses, à mieux accompagner encore nos collaborateurs et nos futurs collaborateurs. On voit à quel point les enjeux de formation initiale et de formation continue sont très imbriqués. Je voudrais dire que, au fond, cette volonté d'essaimer les CFA d'entreprise, c'est aussi la volonté que vous portez de travailler sur l'attractivité de vos métiers, évidemment, et il faudra qu'on travaille sur cette transversalité autour de la découverte des métiers, des questions d'orientation et puis de l'attractivité de vos filières. Il faudra maintenant qu'on ouvre quelques chantiers communs, celui aussi de la qualité des formations, et c'est pour moi un vrai enjeu. Évidemment, j'ai parlé tout à l'heure des questions de financement, mais cette question de l'attractivité des formations, elle est essentielle. Tout à l'heure, Patrick Toulmé, délégué interministériel, a rappelé aussi pour nous un des vrais enjeux, qui est celui, bien sûr, d'une meilleure parité de genre dans les dispositifs de formation et notamment sur des filières d'avenir, mais aussi sur des questions d'inclusion. Aujourd'hui, on est trop loin de ce qu'on doit pouvoir attendre pour l'apprentissage en matière d'inclusion. Nous avons 1,4% d'apprentis en situation de handicap et c'est un vrai défi que nous devons relever ensemble. C'est aussi notre responsabilité collective que de pouvoir travailler sur cet aspect. Et puis j'évoquais tout à l'heure un aspect qui évidemment m'importe beaucoup, c'est celui des lycées professionnels. Et les lycées professionnels doivent pouvoir être avec vous et ont besoin de vous au travers de 2 titres. On a besoin de vous pour
accueillir nos jeunes lycéens professionnels dans le cadre de stages, mais aussi on a besoin de vous pour nous accompagner dans plusieurs axes de réflexion que nous avons autour des lycées professionnels. Cette mixité des publics, cette mixité des parcours aussi qu'on doit pouvoir leur offrir, cette question qui a été largement évoquée au travers de la prépa apprentissage de ces jeunes qui, diplômés ou pas, mais parfois diplômés, n'arrivent pas à s'insérer professionnellement post-diplôme et n'arrivent pas non plus à poursuivre des études. Et donc ces CFA d'entreprise doivent pouvoir peut-être aussi être un vrai levier de partenariat que nous créons entre vous et nous, lycées professionnels, pour donner plus de perspectives à notre jeunesse de France. Donc je vois là encore plein de chantiers à travailler avec la FIPA, mais vraiment et celui, bien sûr, des mineurs isolés au travers de la notamment de la prépa apprentissage. Vous avez compris mon plein engagement sur le sujet. Je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour l'élan que vous portez et j'ai envie de dire toutes les pistes de travail commun que vous ouvrez encore pour vous, mais aussi pour vos collègues d'autres entreprises. C'est une démarche collective qu'il nous faut impulser et s'aimer, et vous ouvrez cette voie. Donc un grand merci à vous tous. Je suis fini.